1er février 1991. Ce matin, de bonne heure, au moment du réveil, j'ai vu Nehru. Je l'ai déjà vu plusieurs fois depuis son départ, sans jamais le noter, car je n'ai guère de soucis pour cet homme. Il était debout dans une sorte de bureau et il parlait tout seul devant un micro, point d'exclamation entre parenthèses, qui se raccordait à une vieille boîte comme les pick-up d'autrefois. Il y avait une rose rouge près de lui, peut-être sur la boîte, et alors il me montrait, ou était-ce moi qui lui montrais, un vieil atlas de géographie, en expliquant, sans parole, que toutes les pages de ce gros atlas, plus de 1000 pages, avaient été soigneusement coupées par je ne sais quelle ancienne amirale. En effet, toutes les feuilles avaient été coupées de leur reliure et elles étaient empilées l'une sur l'autre. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est Nehru ou si c'est moi, je crois que c'est moi, qui tenais ce paquet de géographie dans les mains, mais il a glissé par terre et toutes les feuilles sont tombées pêle-mêle. Alors j'essayais de remettre toutes ces feuilles dans leur ordre numérique, point d'exclamation entre parenthèses, et il manquait toute une tranche de géographie. On va bouleverser la géographie. Midi. Ma formule, entre guillemets, marche une fois sur 3 ou 4. Et je n'ai pas encore réussi à trouver ce qui l'a fait marcher ou ne pas marcher. Ce sont des milliers de choses qui doivent se synchroniser en une fraction de seconde. Et quand ça ne marche pas, on se fait mal. C'est comme mon saut périlleux dans la piscine. Mais la foudre, c'est rapide, point d'exclamation entre parenthèses. Je me souviens du temps où le corps était complètement aveugle dans ce séisme et ne savait pas par quoi, ni par où, ni comment. Il y a tout de même un progrès. Le chemin se fraye. Tout d'un coup, je me souviens de Sri Aurobindo. I plunged through the body's alleys blind. J'ai plongé à travers les allées aveugles du corps, le labeur d'un Dieu. C'est cela le sens. Et Sri Aurobindo complète, I plunged to the nether mysteries. J'ai plongé jusqu'aux régions infernales des mystères d'en bas, le labeur d'un Dieu. C'est cela le mystère. C'est quelque part sous les talons. C'est là où on cogne et se bute. Je retrouve pas à pas tout leur chemin. On ne peut voir clair dans les allées aveugles du corps que sous la pression de quelque chose qui est antinaturel pour le corps et qui lui fait mal et en même temps lui fait percevoir le parcours. On creuse le parcours. C'est probablement comme cela que se creusent les nouveaux poumons dans la douleur aveugle du vieux poisson. Après-midi. Cet après-midi, le corps avait retrouvé la formule d'une façon presque continue, à part quelques anicroches. Il commençait même à avoir une idée du pilier des Védas, ferme comme un pilier bien formé. Avec chaque inspiration, ces coups de boutoir de foudre traversent le corps, qui se dresse sur la pointe des pieds. Et quand la foudre arrive au bout du parcours, elle bute par terre, entre guillemets, et le corps retombe sur les talons en expirant. Et c'est là, entre l'expiration et la nouvelle inspiration, qu'il se produit une sorte de reflux de la foudre qui est venu buter par terre. Ce reflux
déchire surtout les épaules, omoplates et le cou. Puis nouvelle inspiration, le corps se dresse sur la pointe des pieds tandis que la foudre le traverse et de nouveau il retombe sur les talons, etc. Toute la difficulté est la formule, entre guillemets, ou une partie de la formule, car il y en a une autre pour la descente, et de trouver ce qui absorbera le mieux, avec le moins de déchirement, ce reflux vers le haut. Avec chaque inspiration, c'est un formidable coup de boutoir direct dans le sous-sol de la matière M majuscule, sous les talons. Alors je me suis demandé, ces chaussures noires enfoncées par la pointe dans la glaise, est-ce que ce n'est pas mon corps mortel qui enfonce la foudre dans cette matière? Mère parlait toujours du gris de la matière. Et cette matière, avec chaque coup de foudre, est remuée, brassée, et devient comme de la glaise ou de la pâte. Est-ce que je suis claire? On rend la matière, M majuscule, malléable. C'est la perméation de la matière. Un changement dans la texture rigide de la matière, peu à peu. Et évidemment, ces coups de boutoir ne sont pas limités à l'ébranlement ou au malaxage d'un petit coin de matière. Ça doit s'enfoncer dans la généralité, entre guillemets, et faire des dégâts, entre guillemets, les dégâts nécessaires ou le pilonnage de tous les éléments rebelles. On devrait dire coriaces. C'est la mort dans la matière qui est pilonnée, tous les éléments de mort, et l'infusion de la vie nouvelle, peu à peu. Mais l'important, c'est que cela, en italique, devient de la glaise. On me l'a montré. Il y avait même des petites ondulations. Il y a quelque chose qui change de nature dans la matière, M majuscule, ou qui est en train de changer de nature. Soit tout ce que je sais, c'est que mon corps est écrasé en lettres capitales. C'est un écrasement fou. Et pourtant, il y a moins de déchirement avec cette formule. Quand le cavalier descend de cheval, il cesse d'être au galop. Quand j'arrête l'opération, je continue à être sur le cheval pendant des heures, jusqu'à ce que je m'endorme. Mais c'est là où on est vulnérable et où l'on se déchire parce qu'on ne contrôle plus le mouvement. Et on est usé. Indian Express, 31 janvier. Nous ne détruirons pas l'Irak, promet Bush. Washington, 30 janvier. Mardi soir, le président Bush, dans son discours au Congrès sur l'état de l'Union, a limité les objectifs de la guerre du Golfe à l'exécution des résolutions des Nations Unies et a dit clairement que l'Irak ne serait pas détruit. Dans son discours retransmis dans tout le pays par la télévision, M. Bush a déclaré qu'il y a presque 50 ans que les États-Unis avaient entamé une longue lutte contre le totalitarisme belliciste. Mis en italique par Satprem. Maintenant, nous sommes à une nouvelle heure décisive pour l'Amérique et le monde. Citation. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de détruire la capacité de l'Irak à soutenir une guerre. Le temps ne sera pas le salut de Saddam. Puis Bush a introduit adroitement les paragraphes destinés à rassurer des pays comme l'Union soviétique, l'Égypte et d'autres encore qui veulent la libération du Koweït, mais pas la destruction de l'Irak. Citation. Notre but dans le Golfe Persique n'a pas changé. Chasser l'Irak du Koweït, restaurer le gouvernement légitime du Koweït
et assurer la stabilité et la sécurité de ce pays crucial, a-t-il déclaré. Nous ne recherchons pas la destruction de l'Irak ni de son peuple. Nous voulons plutôt un Irak qui utilise ses grandes ressources non pour détruire, non pour servir les ambitions d'un tyran, mais pour bâtir une vie meilleure pour lui-même et ses voisins. Nous voulons un golfe Persique où le conflit ne sera plus la règle, où les puissants ne seront plus tentés ni capables d'intimider les faibles. M. Bush s'est arrangé pour continuer de diriger son discours contre Saddam Hussein tout en introduisant un nouvel élément de souplesse avec l'acceptation d'un cessez-le-feu au cas où celui-ci donnerait la garantie de se retirer du Koweït et commencerait à le faire. L'enjeu, a-t-il dit, dépasse celui d'un seul petit pays. C'est une grande idée, italique par Satprem. Un nouvel ordre mondial où diverses nations sont réunies par une cause commune pour réaliser les aspirations universelles de l'humanité, la paix et la sécurité, la liberté et le respect de la loi. Citation. La communauté des nations s'est rassemblée avec détermination pour condamner et repousser une agression illégitime, l'invasion injustifiée d'un voisin pacifique par Saddam Hussein, son outrage systématique et sans pitié envers ce voisin, son atteinte à tout ce qui tient à cœur à la communauté des nations. Le monde a signifié que cette agression ne durerait pas et elle ne durera pas. Chaque déclaration sur l'état de l'Union est ponctuée par des applaudissements et celle d'aujourd'hui n'a pas fait exception. Les plus retentissants sont allés aux forces armées dans le Golfe. Par crainte du terrorisme, les mesures de sécurité étaient encore plus draconiennes que d'habitude. Le discours de Bush a été suivi par la réponse des démocrates, prononcée par le chef de la majorité au Sénat, George Mitchell. Lui aussi a encouragé les troupes, mais il a déclaré avec causticité que désormais, personne ne pouvait dire si les sanctions seules auraient pu accomplir ce qui est maintenant recherché par la voie des armes. Mis en italique par Satprem, le président a déclaré que les Américains, citation, savent que nous devons nous assurer que le contrôle sur les ressources en pétrole du monde ne tombe entre les mains de Saddam, pour ne financer qu'une autre agression. Paragraphe ponctué, note de bas de page, paragraphe ponctué en marge d'un point d'exclamation par Satprem. Et nous réalisons tous que la responsabilité d'être le catalyseur pour la paix dans la région ne s'arrêtera pas avec la conclusion heureuse de cette guerre. Nous gagnerons, nous réussirons dans le Golfe, et lorsque nous l'aurons fait, la communauté mondiale aura adressé un avertissement durable à tout dictateur ou despote, présent ou futur, qui envisagerait une agression illégitime. Oui, les États-Unis assument une part majeure à la tête de cet effort. Parmi les nations du monde, seuls, mis en italique par Satprem, les États-Unis d'Amérique ont eu à la fois la posture morale et les moyens de le soutenir. Qu'est-ce qu'on rigole ? Mis en italique par Satprem. Nous sommes la seule nation sur cette terre qui pouvait réunir les forces de paix. C'est le fardeau du leadership et la force qui a fait de l'Amérique le phare de la liberté. Notre cause, a dit Bush, est juste. Notre cause est morale. Notre cause est bonne. Le discours de Bush et la réponse de Mitchell ont fait ressortir le contraste entre les républicains qui mettent l'accent sur les incitations aux affaires pour remettre le pays sur pied. Bush a admis qu'il y avait actuellement une récession et la pression des démocrates pour plus d'aide gouvernementale aux classes pauvres et moyennes. Un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, récapitulant le discours présidentiel devant les correspondants de presse,
a déclaré que, dans les termes de ce discours, il était inconcevable, bien qu'indésirable, que Saddam Hussein, il était concevable, bien qu'indésirable, que Saddam Hussein demeure président de l'Irak après avoir quitté le Koweït. Il a ajouté que pour le moment, les États-Unis ne pensaient pas revenir sur la question des crimes de guerre devant les Nations Unies, même si, pour sa part, il ne l'excluait pas. Il a cité l'exemple de Noriega afin de montrer que pour dresser l'accusation, il n'était pas nécessaire que les États-Unis détiennent le contrôle physique sur la personne. Fin de l'article. La puanteur, P majuscule, de cet homme, entre guillemets. Conversation avec Sujata. La géographie bouleversée. Sujata. Qu'est-ce que vous voulez que je chante? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime ce que tu chantes, voilà. Rire. Sujata chante en bengali. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit qu'aujourd'hui, la terre, comment dire, la terre tremble de joie avec le premier toucher du pied de mer. Oh, le 1er février, Sujata rit, tremble de joie. Tiens. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je chante? Eh bien, il y a eu un tremblement de terre là-haut. Sujata rit. Tout à fait, ce matin. À Delhi. À Delhi. Jusqu'à Delhi. Ça a commencé de Hindu Kuch. Et moi aussi, j'ai vu quelque chose. Je vais te dire parce que c'est marrant. Ce n'est pas que ça ait un intérêt extraordinaire, parce que ça ne... Mais enfin, c'était une image si drôle. Pause. Oui, ce n'est pas que ça ait un intérêt extraordinaire, riant. Sauf que c'est amusant parce que c'est tout à fait visuel. C'est ce matin, juste avant de me réveiller. Je n'ai presque pas dormi cette nuit, mais juste le matin, je me suis endormie. Et juste avant de me réveiller, j'ai vu Nehru. Sujata rit. Oui, cet homme, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Oh! Oh oui, depuis son départ. Je ne l'ai jamais noté parce que... Je savais que vous rencontriez Indira, mais... Oui, mais je l'ai rencontré avec Nehru 1 ou 2 fois. Je n'ai jamais noté. Il y avait pourtant des choses intéressantes, mais j'ai si peu de sympathie pour cet homme que... Bon, enfin... Alors, j'ai donc vu Nehru. Il était dans une sorte de bureau, pas très éclairé, debout, et il parlait tout seul devant un micro. Le micro se raccordait à une espèce de vieille boîte, comme pouvaient être les pick-up. Tu sais, ce qu'on appelait des pick-up autrefois. Il y avait une rose rouge dans un coin, peut-être, sur la boîte, et il parlait tout seul devant le micro. Rire. Il n'a pas oublié de faire des discours, même dans l'autre monde. Rire. Oui. Et puis tout d'un coup, il m'a montré une pile d'un atlas de géographie dont toutes les feuilles avaient été soigneusement coupées de leur reliure. Au lieu de bien former un livre, toutes les feuilles étaient loose, volantes, comme on dit. Elles étaient déchirées, pas déchirées, c'était proprement coupé. Et ça avait été proprement coupé par un amiral, enfin, quelques grands personnages. Ce n'est pas votre amiral? Vous savez, une fois, là, vous avez... Ah non. Oui. Je ne sais pas, Madouche. Non, l'amiral que j'avais vu, c'était le grand maître des pouvoirs tantriques. Ça, c'était un vrai titan. Mais enfin, c'était par un amiral. Je ne sais pas qui ça pouvait être. Elles avaient été soigneusement coupées au couteau. Oui, n'est-ce pas? Séparées de leur reliure et empilées. Et c'était une grosse pile. Il y avait plus de 1000 pages. Oh! Alors il me montrait ça. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est moi qui tenais cette pile dans les mains. Oh! Et cette pile est tombée par terre. Et alors toutes ces pages soigneusement empilées étaient dans un pêle-mêle, dans un grand désordre. Et alors, riant, je me cassais la tête
pour essayer de remettre ça dans 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 1000, n'est-ce pas? Pour essayer de remettre ça dans l'ordre. Et puis il manquait de grandes tranches de géographie. Rire. Il manquait de grandes tranches de géographie. Eh bien oui, dans cet atlas, il y avait des pages que je ne retrouvais pas, qui n'arrivaient pas à se raccorder. Enfin, ah oui, mais ça a un sens. Oui, on va bouleverser la géographie. Rire. Oh oui, ce n'est pas seulement amusant, c'est... Oui, mais enfin, je veux dire, c'est un fait auquel on s'attend. Rire. Oui, auquel il faut s'attendre, oui. Pas il faut s'attendre, auquel on s'attend, et depuis longtemps. Mais enfin, cette image était assez drôle, je veux dire assez drôle. Ce sont ces images-là de la nouvelle conscience, quoi, qui sont si merveilleuses de cette exactitude et d'humour. Rire. C'est telling, parlant, comme on dit, oui. Ah oui, humoristiquement, Nehru continue ce discours. Il était tout seul debout devant un micro et il faisait un discours. Rire. On ne sait pas à qui. À vous. On ne sait pas à qui, à lui-même probablement. Rire. Au monde entier. Ou bien aux non-aligned members qui sont tout à fait désalignés. Rire. Déraillés. Et voilà. Silence. La géographie bouleversée. Silence. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Non. The supramental will explain itself. Non. Le supramental s'expliquera de lui-même. Oui. Quelque chose comme ça. Le supramental s'expliquera de lui-même. Sujata rit. Voilà. Quoi de meilleur? 2 février 1991. Cette crampe infernale déjouera toujours toutes les formules entre guillemets. Ça marche et puis ça ne marche plus. Et plus le corps essaie, plus ça se déchire. Alors il est comme une pauvre bête qui ne comprend plus rien. Mais il continue. Il est tout à fait comme la chèvre de Monsieur Seguin. Mais il lutte pour la beauté des choses et l'amour de leur œuvre. B majuscule, L majuscule bien sûr, E dans l'eau majuscule. C'est une telle horreur terrestre, n'est-ce pas? Il faudrait une respiration continue sans expiration, sans butoir. Soit cette obstruction inlassable. Si je peux me permettre d'être fou, je dirais « j'attends que ces eaux fondent ». Je ne sais pas si je suis près de la fin ou du commencement, mais en vérité, je continuerai et je continuerai tant qu'ils me le permettront. Ma douce a touché mon cou. C'est du caillou, dit-elle. Est-ce que ça peut fondre? Il faut que cette horreur, H majuscule, change. Je suis là pour ça. Et si je suis là pour ça, ça changera avant que je m'en aille. Changera avant en italique, pour en italique. C'est comme si je réalisais, en italique, tout d'un coup, je suis là pour ça. Et c'était la raison d'être de ce 15 novembre 1943, la déportation. Le problème se résout dans un corps comme dans le monde. Nuit
du 4-5 février 1991. J'étais dans un avion qui était plutôt comme une fusée ou un obus volant. J'étais à plat sur le dos et j'avais la tête exactement encastrée dans la tête de cette fusée. Cette fusée était animée d'une puissance et surtout d'une vitesse extraordinaire. Et ce qui était étonnant, c'est que je sentais cette vitesse et cette puissance, P majuscule, comme si elle traversait mon corps même, la tête, le cou et les épaules surtout. Le reste passait tout seul, au point que je ne saurais dire si j'étais dans la fusée ou si c'était la fusée qui traversait mon corps. C'était comme pareil. Et cet objet, ou cet obus volant, ou cette fusée, atterrissait. Mais je savais, ou plutôt je sentais, que la piste d'atterrissage, entre guillemets, était très courte ou trop courte. Et j'avais une sorte de crainte ou de effroi, plutôt, du choc que produirait le freinage trop violent de ce bolide. Ce qui reste très vivant ou frappant dans cette vision, c'est la sensation de cette formidable vitesse puissante qui traversait mon corps, et surtout mes épaules et le cou, et puis ma tête encastrée dans la tête de cette espèce d'engin. Et moi, à plat sur le dos. Évidemment, il y avait une anxiété et la crainte d'un choc à l'atterrissage. L'atterrissage, c'est peut-être ce coup de boutoir ou ce butoir plutôt, ou de butoir plutôt sous les talons, lorsque cette foudre cogne en bas et rebondit entre guillemets ou ricoche ou remonte ou reflue dans mon dos et mes épaules. C'est toute ma difficulté anatomique. C'est probablement l'image de la situation. C'est peut-être l'avion supersonique que j'avais vu autrefois, ce Thunderbolt. Mais maintenant, je suis dedans. Il n'y a pas de formule, entre guillemets, parce que chaque fraction de seconde et chaque millimètre, c'est une autre formule. Ce sont des milliers de formules que le corps doit apprendre. Et elles ne valent que toutes ensemble. Nuit du 5-6 février 1991. Vu cette très grande femme noire, nue, grossière, lascive. C'était la mère du sexe, S majuscule. Une sensation dégoûtante. Elle essayait de jeter ses vibrations sur moi. Cet écrasement devient si massif que ce n'est pas possible, en italique, que cela n'aboutisse pas quelque part. Quelquefois, quand ça rebondit d'en bas, on est comme un bloc de foudre pétrifié. Ce serait terrifiant pour n'importe qui. Il n'y a pas un atome de peur dans le corps. Seulement, il se demande comment ça va finir et surtout, il prie de se laisser émouvoir par eux car il ne sait pas du tout comment s'y prendre. C'est vraiment si impossible pour cette matière qu'il doit y avoir une autre possibilité de matière, M majuscule, ou bien une illusion matérielle qui doit sauter. Le tout est de ne pas sauter avec l'illusion, point d'exclamation. Dîner le soir est devenu suppliciant. Tous ces mouvements, des épaules et du cou, pour porter une cuillère à sa bouche ou mâcher, tandis que cette foudre continue. Je ne vais plus du tout marcher. Quelquefois pas même jusqu'à la porte de Land's End. Je sais, en italique, que tout cela est une grâce du suprême. Cette vie de vertébré devient
problématique. Il doit y avoir une solution pour tout le monde en italique.